Bonjour à tous. Le second cours que je suis en charge de vous faire, c'est les péricardites. La péricardite, c'est l'inflammation aiguë ou l'inflammation tout simplement du péricarde. Le péricarde étant cette enveloppe qui entoure le cœur et qui est composée de deux tuniques, une viscérale, séreuse, l'autre pariétale, fibreuse, et entre les deux existe une cavité qui est en principe virtuelle, qui peut contenir quelques millilitres de liquide. Ce péricarde peut être le siège de plusieurs pathologies. L'inflammation, qu'elle soit aiguë, sèche au début, avec épanchement, et qui peut guérir avec une cicatrice vicieuse, nous donnant à la langue euh, des perturbations hémodynamiques et donc un tableau de constriction péricardique. Ce péricarde peut être également le siège d'autres pathologies non inflammatoires. C'est l'épanchement transudatif de l'insuffisance cardiaque, c'est les tumeurs, c'est l'hémopéricarde traumatique, les tumeurs, les kystes congénitaux, mais qui ne seront pas traités ici. Donc, nous allons nous contenter de parler des péricardites et pour commencer, la péricardite aiguë, qui est l'inflammation aiguë du péricarde. Pour ce qui est du diagnostic, nous allons décrire le tableau typique de la péricardite aiguë virale, où le patient va nous rapporter un contexte particulier qui est celui d'une grippe ou d'un syndrome grippal qui ont précédé. Ce syndrome grippal peut dater de quelques jours jusqu'à 2 semaines. Le patient consulte pour une douleur qui est assez caractéristique, qui est une douleur infarctoïde, donc une constriction thoracique rétrosternale et qui peut irradier vers la mâchoire ou le bras. Ça mime la douleur de l'infarctus avec deux caractéristiques qui sont différentes. La première caractéristique importante est le soulagement en position penchée en avant. Donc le patient va être penché en avant, il vous dit que cette position va le soulager. Deuxièmement, cette douleur, elle est aggravée par la respiration. Vous allez remarquer que le patient va respirer doucement et il vous dit que lorsqu'il respire plus amplement, la douleur s'exacerbe. Ces caractéristiques vont nous faire penser à la péricardite aiguë. L'examen clinique va retrouver en phase sèche avant la constitution de l'épanchement un frottement à l'auscultation, surtout au niveau de la région parasternale. Avec la constitution de l'épanchement, nous allons ausculter plutôt un assourdissement des bruits de cœur, parce que ces bruits de cœur seront séparés du stéthoscope par une quantité de liquide. L'examen clinique également va essayer de rechercher les signes de gravité. Et les signes de gravité les plus importants sont les signes de prétamponade, lorsque le patient présente une turgescence des jugulaires, et donc des signes d'adiastolie, avec une baisse de la pression artérielle, nous pouvons considérer ce patient comme à risque de développer une tamponnade. La tamponnade, c'est quoi? C'est l'état de choc par adiastolie. Donc, le patient est en état de choc avec un pouls filant, une tension artérielle imprenable, un patient qui est prostré avec marbrure, cyanose, froideur des extrémités, associé à une turgescence des jugulaires.
Ça, c'est le tableau le plus grave des péricardites. Nous allons compléter l'examen par la radiographie thoracique de face. En face sèche, elle ne va rien montrer de particulier. Et dès que le liquide commence à se constituer, nous allons avoir tout d'abord l'effacement des bords de la silhouette cardiaque. Et puis à un stade avancé, nous allons avoir une cardiomégalie avec l'aspect en carafe, comme ici, qui est un aspect assez caricatural. L'électrocardiogramme va me montrer un signe important qui est le trouble de la repolarisation. Vous allez me dire comment ça se fait que l'épanchement du péricarde, alors que le péricarde n'est pas le siège d'une activité électrique, comment son inflammation va me donner des troubles de la repolarisation? Tout simplement, c'est une proximité avec le myocarde, c'est une proximité superficielle avec le myocarde qui va me donner ces troubles de la repolarisation. Ces troubles de la repolarisation ont été décrits par Holzmann en 4 stades. Le premier stade, c'est le sous-décalage PQ avec un sus-décalage concave vers le haut du segment ST. Ces signes vont être étendus, non concordants, donc ne représentent pas ou ne se contentent pas d'un territoire précis, mais seront étendus à l'ensemble ou la majorité des dérivations électrocardiographiques. Un second stade, c'est l'affaissement du sus-décalage avec l'aplatissement de l'onde T. Troisième phase, c'est la négativation des ondes T. Et la quatrième phase de Holzmann, ou stade de Holzmann, c'est le retour à la normale. Et donc, ici, le signe le plus important, c'est surtout le sous-décalage PQ et le sus-décalage concave vers le haut du segment ST, non concordant et diffus. Ça, c'est les signes de l'inflammation. Et puis, vous avez des signes électrocardiographiques de l'épanchement. Imaginez, entre les électrodes et le cœur et l'activité électrique, donc, il va y avoir du liquide. Comment va se manifester ce liquide? Premièrement, en donnant un microvoltage. Les QRS seront moins amples. Et puis, comme le cœur va baigner dans du liquide, il sera plus libre et en se contractant, il ne gardera pas toujours le même axe. Il va changer d'axe d'une contraction à l'autre, ce qui va me donner un signe particulier à l'électrocardiogramme, c'est l'alternance électrique. Sur la même dérivation, vous allez avoir un QRS haut, un QRS bas, un QRS haut, un QRS bas, ou bien un QRS positif, un QRS négatif, un QRS positif, un QRS négatif. C'est ce mouvement du cœur ou le changement d'axe du cœur va se manifester à l'échographie, nous allons voir tout à l'heure, par un aspect assez particulier qui est le swinging heart. On aura l'impression que le cœur est en train de danser à l'échocardiographie. Voici un sus-décalage diffus concave vers le haut typique avec un sous-décalage du segment PQ. Rappelez-vous bien de cette image, c'est un aspect typique des péricardites. Voilà un aspect moins typique, mais ce qui retient l'attention, c'est surtout ce sous-décalage de PQ. L'échocardiographie va révéler l'épanchement péricardique avec l'image de décollement des deux feuillets séparés par un espace vide d'écho. Selon le diamètre, ce décollement, nous pouvons parler d'un épanchement de petite abondance lorsque ce décollement est inférieur à 10 mm, moyenne abondance entre 10 et 20 mm et grande abondance lorsque ce décollement péricardique dépasse les
10 millimètres. L'échocardiographie va me montrer également, je vous ai parlé du signe du swinging heart lorsque l'épanchement est de grande abondance, mais surtout ce qui va essayer de rechercher, c'est les signes de prétamponnade. Nous avons des signes Doppler et des signes en bidimensionnel. Et c'est surtout l'écrasement du mur postérieur de l'oreillette droite qui va nous inquiéter, qui va nous dire que le patient ce patient risque de faire une tamponnade. Lorsque nous faisons l'échographie en pleine tamponnade, on verra quoi? On verra l'écrasement des cavités droites. Voici l'image de décollement des deux feuillets du péricarde que nous pouvons mesurer, de préférence sur une coupe TM. Pas sur cette coupe bidimensionnelle, mais sur une coupe TM passant par le ventricule. Le diagnostic positif, la Société européenne de cardiologie nous donne 4 signes importants et nous dit que pour faire le diagnostic, il nous faut au moins 2 de ces 4 signes. Ces 4 signes sont la douleur thoracique péricardique, celle qui a été décrite, le frottement péricardique à l'auscultation, le sus-décalage ST ou un sous-décalage PQ, et puis l'épanchement péricardique à l'échocardiographie. Si nous avons 2 de ces 4 signes, nous avons notre diagnostic positif de péricardite aiguë. D'autres signes peuvent nous aider pour ce diagnostic et c'est surtout les signes de l'inflammation biologique, particulièrement la CRP qui sera positif. Après avoir fait le diagnostic positif, il nous faut connaître la sévérité. Pourquoi? Parce que grâce à cette évaluation, nous pouvons traiter certains patients à titre ambulatoire. Ce sont les patients qui n'ont aucun critère de gravité. Et puis nous allons hospitaliser les autres, ceux qui ont au moins un des critères de gravité suivants. Comme critères de gravité, nous avons les facteurs majeurs. Pourquoi on dit majeurs? Parce que tout simplement, ils ont été validés grâce à des études. Les critères ou les facteurs mineurs n'ont pas été validés par des études, mais plutôt proposés par des experts ou par avis d'experts. Donc, comme facteur majeur, vous avez la fièvre supérieure à 38, un début subaigu, un épanchement de grande abondance, une tamponnade ou la résistance après une semaine de traitement anti-inflammatoire. Donc, si le patient n'a aucun des critères, nous allons le traiter par des anti-inflammatoires en ambulatoire. Si au bout d'une semaine, il n'y a pas d'amélioration, c'est un critère de sévérité et il faut hospitaliser le patient. Comme facteur mineur, vous avez la myocardopéricardite. C'est associé à cette péricardite une atteinte myocardique qui va se manifester comment? Qui va se manifester par l'élévation des troponines. Quelle est la différence entre la myocardopéricardite, qui est l'atteinte du myocarde périphérique à la péricardite, et la péricardomyocardite, qui est l'atteinte du péricarde satellite à la myocardite? Tout simplement, nous parlerons de myocardite en premier lieu, lorsque, associé à l'élévation des troponines, nous allons avoir une atteinte de la cinétique du ventricule gauche. S'il n'y a pas d'atteinte de la cinétique et juste une augmentation des troponines avec un tableau de péricardite, c'est la myocardite qui est satellite à la péricardite. De toute façon, si vous avez une élévation des troponines, même minime, c'est un critère qui doit nous faire hospitaliser le patient. L'autre critère, c'est l'immunodépression. Un patient qui est immunodéprimé, nous allons l'hospitaliser pour l'explorer et le traiter. Un patient sous anticoagulant, il faut l'hospitaliser. Une péricardite suite à un traumatisme ou notion de traumatisme à hospitaliser. Donc voilà, le patient arrive,
nous avons fait le diagnostic positif grâce aux 4 critères où il faut avoir au moins 2. Nous avons sélectionné les patients à hospitaliser. Ce sont ceux qui ont au moins un facteur de risque qui soit majeur ou mineur. Et si le patient n'a aucun de ces facteurs, nous pouvons le traiter en ambulatoire. Pour ce qui est de l'étiologie, en dehors d'un contexte évocateur ou d'une résistance au traitement anti-inflammatoire, le premier diagnostic à envisager est la péricardite aiguë virale. Les autres étiologies peuvent être également infectieuses, tuberculose, c'est dans un contexte de contage ou de maladie tuberculeuse, une autre atteinte de tuberculose le plus souvent, bactérienne, c'est assez grave avec un tableau de choc infectieux le plus souvent, fongique ou parasitaire, surtout chez les patients hospitalisés, immunodéprimés, etc. Néoplasique, que ça soit primitif, les mésothéliums, ou bien des métastases, ou bien post-radiothérapie. Le traitement des cancers par radiothérapie peut provoquer une péricardite. Les étiologies métaboliques, urémiques, chez les patients surtout en insuffisance rénale, dialysés et pas assez dialysés, les dysthyroïdies également peuvent donner des péricardites. Les péricardites post-lésionnelles, qu'elles soient post-péricardotomie, donc post-chirurgie cardiaque, post-infarctus, ou bien post-traumatique, tout traumatisme, surtout les traumatismes par décélération, peuvent me donner par la suite une inflammation et un épanchement et donc une péricardite. Et certaines maladies de système. Les maladies de système sont souvent évoquées chez les patients qui présentent un tableau typique de péricardite aiguë virale, mais lorsqu'ils sont traités, ils ne répondent pas au traitement anti-inflammatoire ou ils répondent partiellement au traitement anti-inflammatoire et il va y avoir des récidives ou des récurrences après l'arrêt du traitement. Nous allons faire un bilan étiologique complet en recherchant ces étiologies, ces maladies de système auto-immune. Pour ce qui est du traitement, le principe est de considérer, nous avons dit, toute péricardite aiguë comme d'origine virale et le traitement en conséquence, sauf s'il y a des signes évidents d'autres étiologies ou une mauvaise réponse au traitement. Le traitement de base, c'est quoi? C'est 1 INS, 2 colchicine. C'est l'association INS plus colchicine. L'INS, ça peut être l'aspirine, 1 gramme chaque 8 heures, l'ibuprofène, 600 mg chaque 8 heures, pendant 1 à 2 semaines, ou de préférence jusqu'à la négativation de la CRP. Ensuite, dégression lente des doses sur plusieurs semaines. Associé à la colchicine, avec la dose de 0,5 mg par jour pendant 3 mois, quand le patient pèse moins de 70 kg, et lorsque le patient pèse plus de 70 kg, c'est 0,5 mg 2 fois par jour pendant 3 mois. Il est à noter que durant ce traitement, toute activité sportive est proscrite. Il y a un risque important de complications lorsque nous avons une activité sportive durant la phase inflammatoire. Comme évolution et complications, nous pouvons avoir le cas le plus simple, c'est la péricardite aiguë qui répond bien au traitement avec disparition rapide des symptômes,
régression de l'épanchement, négativation de la CRP, il est important de procéder à une dégression lente des AINS sur plusieurs semaines avant l'arrêt complet. Vous pouvez avoir la complication la plus redoutée, c'est la tamponnade. La tamponnade se voit souvent lorsqu'il y a une constitution rapide du liquide, empêchant ce péricarde de s'adapter ou d'avoir une compliance qui s'adapte. Lorsque la pression intrapéricardique devient supérieure à la pression des cavités, et surtout des cavités droites, il va y avoir écrasement des cavités droites, et donc nous allons avoir un état de choc par adiastolie. Le traitement, c'est bien sûr l'évacuation rapide de ce liquide par péricardiosynthèse, donc par une ponction péricardique. La prétamponnade, qu'est-ce que la prétamponnade? La prétamponnade, c'est la baisse de la pression artérielle, une turgescence des jugulaires et certains signes échographiques ou Doppler qui vont me dire que ce patient risque bientôt de faire une tamponnade. Chez ces patients, il est important de traiter, de surveiller et d'évacuer le liquide ou de programmer une évacuation rapide du liquide. Autre évolution, c'est la péricardite incessante. C'est la persistance de plus de 4 à 6 semaines des signes de la péricardite, mais moins de 3 mois. Une enquête étiologique sérieuse pour un éventuel traitement spécifique comme une corticothérapie ou les immunosuppresseurs pour les maladies de système, parce que là, nous allons, comme je vous ai dit, suspecter une maladie de système. Les péricardites récurrentes, c'est la réapparition des signes et symptômes après une période de plus de 4 à 6 semaines, donc sans signes ni symptômes. Ce qu'il faut, c'est réintroduire le traitement de première intention aux doses recommandées avec une dégression encore plus lente et rien que ça est le plus souvent suffisant. Nous voyons ça souvent chez les patients chez lesquels la dégression des anti-inflammatoires a été rapide ou l'arrêt a été rapidement programmé. Donc cette catégorie, heureusement, n'évolue jamais vers la constriction. C'est une observation. Les péricardites chroniques, lorsqu'elles évoluent, lorsque l'état inflammatoire évolue depuis plus de 3 mois. À distinguer cette péricardite chronique de ce qu'on appelle la constriction péricardique chronique, qu'on appelait jadis péricardite, ou qu'on appelle même maintenant à tort péricardite chronique constrictive, puisqu'en fait, au stade de constriction, le plus souvent, il n'y a plus d'inflammation. Et donc, ce n'est plus une péricardite, mais c'est plutôt un tableau de constriction péricardique chronique. Cette constriction, c'est une cicatrisation vicieuse des péricardites qui vont modifier l'élasticité du péricarde et qui va se transformer en un sac fibreux ou calcaire inextensible et qui va gêner ou empêcher le remplissage normal des cavités
cardiaque et donc une adiastolie. Pour le diagnostic, le contexte, parfois dans les suites d'une péricardite, donc parfois nous avons une histoire de péricardite, parfois il n'y a aucune histoire et c'est une découverte fortuite lorsque la péricardite est passée inaperçue. Comme signe fonctionnel, nous avons le plus souvent une dyspnée, surtout une dyspnée à l'effort, et une hépatalgie d'effort que nous voyons parfois. Ça signe l'insuffisance, ce sont les signes fonctionnels de l'insuffisance cardiaque droite. Comme signe physique, nous avons un signe important qui va attirer notre attention, qui est le signe de Kussmaul. C'est la turgescence paradoxale, inspiratoire des jugulaires. Et puis nous avons des signes, nous avons un signe auscultatoire qui est rare, mais qui est assez typique, c'est la vibrance péricardique et c'est le bruit que va faire en diastole les cavités en essayant de se remplir et en se trouvant rapidement limité par ce sac inextensible, ce sac péricardique inextensible. Et puis, on peut avoir à la longue, lorsque l'évolution traîne, un tableau typique de pic, celui qui a été décrit par pic, et donc associé à un état de cachexie et d'altération d'état général, des signes caricaturaux d'insuffisance cardiaque droite avec une hépatomégalie importante, une turgescence des jugulaires, un reflux hépatojugulaire, une acide importante, des œdèmes des membres inférieurs. L'électrocardiogramme, il n'y a pas de signe spécifique. Souvent, nous avons une hypertrophie biauriculaire puisque les ventricules gênés, les oreillettes vont recevoir la pression et vont se dilater. Une fibrillation, les oreillettes se dilatant, vont aboutir à la longue à une fibrillation auriculaire. Puis nous pouvons avoir également un bas voltage sur les QRS. Sur la radiographie thoracique de face et de profil, parfois il n'y a rien. Parfois nous pouvons voir des calcifications du péricarde. L'échocardiographie va me montrer plusieurs signes. L'épaississement et les calcifications du péricarde, des ventricules de petite taille avec une dilatation des oreillettes, une cinétique septale particulière, c'est ce qu'on appelle le septal bunch ou, si vous voulez, le ressaut septal, qui est ce ressaut en proto-diastole du septum interventriculaire qui va basculer en postérieur. Donc, c'est comme si que le ventricule droit pousse en protodiastole sur le ventricule gauche. Et puis, nous avons des flux Doppler de remplissage spécifiques de la constriction. Nous avons sur le flux mitral, E sur A va être supérieur à 2, donc l'onde E va être très importante, avec ce qu'on appelle une trive, donc un temps de relaxation qui est très court, et puis l'onde A qui va être petite. Nous avons également une baisse de E mitral en inspiration et une augmentation de l'onde E tricuspide, et tout ça est dû à ce qu'on appelle une interdépendance ventriculaire. Lorsque nous prenons une grande inspiration, la pression intrathoracique va baisser. À l'état normal, le remplissage, donc la pression au niveau de l'oreillette
baisse lorsque nous avons une constriction péricardique. Cette baisse de la pression au niveau du thorax et donc des veines pulmonaires ne sera pas transmise à l'oreillette. Et donc, il va y avoir, les oreillettes seront moins remplies, le ventricule gauche sera moins rempli. Et comme il y a une interdépendance entre le ventricule gauche et le ventricule droit aura plus la possibilité de s'expandre vers le ventricule gauche, et ce qui fait que le remplissage du ventricule droit grâce au fluide tricuspide va être augmenté en inspiration. Pour ce qui est du scanner ou de l'IRM, ils permettent une approche anatomique avec visualisation de l'épaississement, le remaniement et les calcifications du péricarde pour ce qui est du scanner, puisque l'IRM ne voit pas les calcifications. Mais la constriction est un phénomène qui n'est pas anatomique. La constriction est un phénomène qui est hémodynamique. Et donc, nous pouvons avoir toutes les calcifications et tout l'épaississement du monde. Si nous n'avons pas un retentissement hémodynamique, nous ne sommes pas sur une constriction. Et donc, parfois, nous sommes amenés, lorsque nous avons des doutes, à faire un cathétérisme droit ou un cathétérisme cardiaque en général, et qui va nous montrer l'égalisation des pressions gauche et droite, donc un cathétérisme pas seulement droit. Et puis un aspect typique, surtout au niveau du ventricule droit, c'est l'aspect de dip plateau avec de la courbe ventriculaire. Donc c'est cet aspect que nous voyons ici en racine carrée. Alors qu'à l'état normal, en diastole, il va y avoir une augmentation douce de la pression intraventriculaire jusqu'au moment de la systole. Par contre, dans la péricardite constrictive, nous allons avoir une augmentation assez abrupte de la pression, puisque rapidement, le ventricule ne pouvant pas contenir le liquide va augmenter rapidement de pression jusqu'à un dip. Ensuite, nous avons le plateau de la pression sur la méso et la télédiastole. Comme principal diagnostic différentiel de la constriction péricardique, c'est les cardiomyopathies restrictives, et avec tous les signes que je vous ai donnés, que ce soit échographique, clinique d'abord, électrocardiographique, échographique, le scanner ou l'IRM, ainsi que le cathétérisme, nous pouvons faire la distinction. Pour ce qui est des étiologies, toutes les péricardites peuvent donner une constriction, mais certaines sont plus susceptibles de donner une constriction que d'autres. Les péricardites tuberculeuses, les autres péricardites bactériennes ou fongiques, les péricardites post-lésionnelles, péricardotomie, post-infarctus ou post-traumatique, et les péricardites néoplasiques ou post-radiques. Ce sont celles qui sont le plus susceptibles d'évoluer vers la constriction. Pour ce qui est du traitement, en cas d'étiologie tuberculeuse, une chimiothérapie antituberculeuse doit être entamée. C'est une règle. En cas de syndrome inflammatoire persistant, les INS peuvent faire régresser la constriction. Ça a été décrit. Au stade symptomatique, c'est la chirurgie. C'est la péricardectomie, c'est-à-dire nous allons
enlever complètement le péricarde et qui consiste à retirer donc complètement le péricarde afin de soulager le cœur. Le traitement déplétif de l'insuffisance cardiaque droite n'est qu'un appoint à la chirurgie ou bien en cas de contre-indication à cette chirurgie dans les cas assez dépassés. Et voilà, nous avons fini le cours. J'espère que c'était intéressant et je reste à votre disposition. Vous pouvez m'envoyer vos questions, je répondrai volontiers. Et pour finir, je vous dis bon courage et à bientôt pour un autre cours ou un TT.